Bonjour, je vais vous parler des nouveaux réacteurs nucléaires à Loyette, dans le département de l'Ain. L'exposé comporte 4 parties. Un petit historique, les réacteurs nucléaires EPR et leur évolution vers des EPR2, le projet d'EPR2 à Loyette, et puis la future politique énergétique de la France. Donc, un petit historique. À l'automne 2018, nous avons appris que la SAFER menait une étude foncière pour EDF pour acheter des terrains près du site nucléaire actuel. Ça portait sur 336 hectares. Lors de la commission locale d'information du site du budget, en réunion publique le 12 novembre 2018, nous avons interrogé le directeur de la centrale. Il a évoqué plusieurs pistes, des terrains pour le grand carénage, pour prolonger les réacteurs actuels jusqu'à 50 voire 60 ans, des terrains pour la future déconstruction de la centrale nucléaire. Mais il a précisé, aujourd'hui, aucune décision n'est prise, c'est juste de la prospection. Par contre, fin 2019, ça se précise. La communauté de communes de la Plaine de l'Ain et le département de l'Ain prennent un vœu pour demander l'implantation de 2 réacteurs EPR2 à côté du site nucléaire du Bugey. Le même vœu est pris par la commune de Loyette le 5 mars 2020. En effet, EDF et le gouvernement préparent les EPR2. Le 8 décembre 2020, au Creusot, M. Emmanuel Macron, président de la République, a commencé à évoquer le lancement éventuel d'un programme de construction de nouveaux réacteurs et sur l'EPR2. Il y a un travail d'étude qui était indispensable et il a dit, mais alors retenez bien cette phrase, elle est importante. Alors, sur la base de ce travail documenté, qui sera partagé avec l'ensemble des Français, nous pourrons choisir en connaissance de cause, choisir en parfaite transparence. En décembre 2020, nous avons eu connaissance des sites qui étaient envisagés. Le site de Penly, en Seine-Maritime, et le site de Gravelines dans les Hauts-de-France, et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, le site de Bugey dans l'Ain ou de Tricastin dans la Drôme. On a aussi appris qu'en janvier 2021, EDF commandait déjà des pièces forgées en vue de la construction de ces nouveaux EPR. Et puis, le 9 novembre 2021, dans une allocution télévisée, M. Macron a annoncé le lancement de la construction des nouveaux réacteurs. Le site Reporter écrivait « Cette déclaration officielle confirme pour la première fois la volonté du gouvernement de mener à son terme le projet de construction de 6 nouveaux EPR2, des EPR simplifiés, à l'étude depuis plusieurs années. » Et enfin, le 10 février 2022, le président Macron a officiellement lancé un nouveau programme nucléaire en disant « Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. » Notre association, Sortir du nucléaire Bugey, qui siège à la commission locale d'information des sites Bugey et Ionisos, a réclamé à plusieurs reprises que ce projet d'EPR nous soit présenté. Chaque fois, ça a été un refus et EDF disant qu'il n'y a pas de projet à présenter. Pourtant, lors du débat public national sur les nouveaux réacteurs nucléaires et le projet de Penly, du 27 octobre 2022 au 23 février 2023, dans le dossier d'EDF, nous avons pu lire quand même certaines choses, en particulier pour le site du Bugey. La nature du sol nécessiterait des travaux de substitution préalablement à la construction des EPR2 afin d'assurer la portance nécessaire à des installations industrielles telles que des réacteurs nucléaires. Alors quand on lit ça et qu'on nous dit qu'il n'y a pas de projet, on nous ment. Parallèlement, l'urbanisme a été modifié, c'est-à-dire que le schéma de cohérence territoriale, qui n'avait pas prévu de zone d'aménagement dans ce secteur, a créé une zone spécifique pour accueillir les EPR2 sur 150 hectares. Et le plan local d'urbanisme de la commune de Loyette a aussi été révisé le 19 septembre 2024 pour créer cette zone. Et enfin, le voile se lève.
puisque nous avons actuellement un débat public du 28 janvier au 15 mai 2025 pour un projet de construction d'une paire de réacteurs EPR2 à proximité du site du Bugey. Mais en fait, ces EPR2 ne sont toujours pas officialisés. La nouvelle politique énergétique de la France n'est toujours pas actée. La programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, pour 2025-2030 n'est encore qu'à l'état de projet. Et c'est elle qui va officialiser les 6 premiers EPR2 prévus à Penly, Gravelines et Bugey. Une consultation publique vient d'avoir lieu jusqu'au 5 avril 2025 et le gouvernement veut publier cette PPE par décret. Mais le Parlement s'est offusqué et il y aura finalement tout de même un débat parlementaire, mais sans vote. Maintenant, nous allons voir les réacteurs nucléaires EPR et leur évolution vers les EPR2. Qu'est-ce qu'un réacteur EPR ? D'abord, un réacteur nucléaire, c'est une centrale thermique au même titre qu'une centrale au charbon ou au gaz, hormis que son combustible est de l'uranium ou du plutonium et que c'est les fissions dans le cœur du réacteur qui libèrent de l'énergie qui chauffe l'eau et produit de la vapeur pour alimenter la turbine. C'est une centrale thermique avec un assez mauvais rendement puisque pour faire 1/3 d'électricité, il y a 2/3 de chaleur qui sont rejetées dans l'environnement. Alors le réacteur EPR, c'est un réacteur qu'on dit de 3e génération parce que sa sûreté serait améliorée, mais c'est toujours un réacteur à eau pressurisée, comme ceux qui sont actuellement sur le site du Bugey, mais qui ne font que 900 MW, et ces futurs réacteurs EPR feraient de 1600 à 1670 MW électriques. Ce réacteur EPR a été développé dans les années 1990 par la société NPI, Nuclear Power International, composée à 50% par Framatome, France, et à 50% par KWU, filiale de Siemens, Allemagne. D'où l'acronyme EPR qui voulait dire European Pressurized Water Reactor. Dès 1999, il y a un retrait progressif puis total en 2011 de Siemens. Et l'acronyme a été changé avec Evolutionary Power Reactor. Cependant, EDF continue souvent d'utiliser le premier acronyme, voulant nous faire croire que c'est un projet européen alors que c'est un projet totalement français. Ce réacteur est conçu pour une meilleure sécurité. Les bâtiments réacteurs, combustibles et les systèmes de sûreté sont sur un même radier de façon à mieux résister au séisme. Il y a un récupérateur de corium. Alors le corium, c'est tout le combustible nucléaire plus tous les accessoires métalliques qui sont dans le cœur du réacteur qui, en cas d'un accident grave, viendraient à fondre et créeraient un magma à pratiquement 3000 degrés qui percerait la cuve, percerait les dalles et s'enfoncerait dans le sol. Donc le principe, c'est de récupérer ce corium. Ensuite, il y a une double enceinte de confinement de 1,3 m d'épaisseur chacune, celle extérieure devant résister à la chute d'un avion militaire lourd, mais probablement pas d'un avion de ligne. Ce réacteur a aussi 4 systèmes de sécurité et réfrigération de secours et une maintenance possible sans arrêter le réacteur. Il y a 4 générateurs diesel de secours et 2 générateurs diesel d'ultime secours. Il n'y a plus de traversée en fond de cuve, comme sur les réacteurs de génération 2, mais tout est dans le couvercle et c'est beaucoup plus complexe. Il est aussi prévu pour de meilleures performances avec un rendement de 37% au lieu de 33% et donc une économie d'uranium. Et puis, il peut fonctionner avec 100% de combustible MOX, c'est-à-dire un combustible fait avec de l'uranium mais aussi du plutonium de retraitement. Donc un combustible relativement radioactif. Les réacteurs EPR, il y en a 4 qui sont en fonctionnement. Le premier en Finlande, les 2 autres, Taishan 1 et Taishan 2 en Chine, et puis tout récemment le réacteur de Flamanville qui est, disons, plutôt en phase de démarrage. Il y a 2 autres réacteurs EPR qui sont en construction sur le site d'Hinkley Point au Royaume-Uni et EDF en prévoit 2 autres à Sizewell, toujours au Royaume-Uni. Alors la particularité de ces réacteurs, c'est les retards. Le réacteur finlandais a eu 14 années de retard, le réacteur de Flamanville 12,5, les réacteurs chinois ont eu 5 ans de retard, le réacteur d'Hinkley Point a actuellement 5 ans de retard, mais ça peut s'accroître. Et tout comme les retards, les coûts de ces réacteurs ont dérivé.
puisque le réacteur finlandais prévu pour 3 milliards d'euros a terminé à 11 milliards d'euros. Le réacteur de Flamanville de 3,3 milliards d'euros est passé à 19,9 milliards d'euros. Les réacteurs chinois ont moins dérivé avec 2 réacteurs pour 8 milliards et c'est passé à 12,2 milliards d'euros. Par contre, les 2 réacteurs d'Hinkley Point, qui ont démarré à 16 milliards d'euros, sont maintenant à 38 milliards d'euros et ce n'est pas fini. Et le projet de Sizewell est annoncé avec un coût de 23,4 milliards d'euros au démarrage. Alors, l'EPR de Flamanville a eu beaucoup de problèmes. Le coulage du béton a commencé en décembre 2007. Il y avait des fissures dans le béton de la plateforme. Puis après, il y a eu des anomalies de fabrication sur le fond de cuve et le couvercle de la cuve, alors que la cuve était déjà installée sur le site. Ceci a permis à l'autorité de sûreté nucléaire de mettre à jour des irrégularités de fabrication à l'usine Creusot-Forges qui étaient dissimulées grâce à des dossiers falsifiés. Ça concernait l'EPR, mais en fait, ça concernait tous les réacteurs déjà en service, dont les 4 de Bugey, puisque ces falsifications existaient depuis les années 1970. Plus récemment, d'autres falsifications et fraudes ont été découvertes en 2023 par l'autorité de sûreté nucléaire, avec pour certaines une instruction judiciaire qui est en cours. Il y a eu de nombreux défauts et écarts de qualité sur les soudures du réacteur, puis des problèmes avec le traitement thermique des soudures réparées. Et enfin, l'autorité de sûreté nucléaire a autorisé le démarrage le 7 mai 2024. Depuis, il y a eu plusieurs incidents et le 21 décembre 2024, EDF a annoncé la connexion au réseau électrique, mais ce jour-là, l'EPR n'a pas fourni d'électricité, ni les jours suivants du reste, puisqu'il a fallu attendre le 13 janvier pour que des premiers kilowattheures soient injectés sur le réseau électrique. Ça s'est arrêté le 24 janvier, ça a repris le 5 février et ça s'est arrêté le 15 février. Et l'EPR de Flamanville est actuellement à l'arrêt jusqu'au 17 avril 2025 au moins pour cause de défaillance. Il y a des problèmes nucléaires et il y a un gros problème sur la turbine. Donc c'est un réacteur qui consomme de l'électricité pour le moment. Avec ces EPR, il y a eu d'autres problèmes graves. Il y a eu des problèmes avec le système informatique de sûreté au niveau du réacteur finlandais. Toujours au niveau du réacteur finlandais, lors de ses premiers essais de mise en service, il y a eu d'importantes vibrations sur la ligne d'expansion du pressuriseur. Alors le pressuriseur, c'est une pièce très très importante puisque en fait le circuit primaire de ces réacteurs est avec de l'eau à très haute température et donc il faut une très forte pression pour maintenir cette eau à l'état liquide. Donc si ce pressuriseur qui contrôle cette pression venait à flancher, l'eau se vaporiserait et on irait vers un accident grave. Donc ce problème de vibration était important et en fait il concerne aussi tous les EPR. En 2021, il y a eu de sérieux problèmes pour le réacteur chinois de Taishan 1 avec une dégradation d'une trentaine d'assemblages combustibles avec des fuites d'environ 70 crayons entraînant une forte contamination radioactive du circuit primaire. L'origine de ces problèmes serait des vibrations dues à une mauvaise hydraulique en fond de cuve. Et ceci concernerait l'ensemble des EPR. En 2023, il y a eu aussi des problèmes d'oxydation d'assemblage de combustible de ce même réacteur. Et vous voyez sur le graphique que le taux de disponibilité du réacteur Taishan 1 en rouge a chuté depuis sa première mise en service et qu'il était autour de 15% en 2023. Il y a eu une chute également pour le réacteur Taishan 2, mais il y a eu une remontée en 2023. En janvier 2025, la Cour des comptes a publié un nouveau rapport concernant ces réacteurs EPR et on va retenir une phrase où elle dit « Les calculs effectués par la Cour aboutissent à une rentabilité médiocre pour Flamanville 3, inférieure au coût moyen pondéré du capital de l'entreprise, sur la base d'un coût total de construction estimé à environ 23,7 milliards d'euros, valeur 2023, intérêts intercalaires compris. » En clair, ça veut dire que ce réacteur ne sera probablement jamais rentable. Alors voyons maintenant le réacteur EPR2. C'est une évolution du réacteur EPR dont les objectifs principaux sont l'amélioration de la réalisation industrielle, donc amélioration de la constructibilité, rationalisation et réduction des catalogues de pièces, préfabrication de composants. Tout ça dans un objectif qui est l'abaissement des coûts, avec aussi la construction en série et la construction par paire sur chaque site.
Ce qui change, c'est la suppression de la double enceinte de confinement, c'est le récupérateur de corium qui deviendrait un ralentisseur de corium seulement. Il n'y a plus que 3 trains de sauvegarde au lieu de 4. Il y a la non-protection du bâtiment combustible par l'enceinte de confinement. Alors le bâtiment combustible, c'est le bâtiment dans lequel sont entreposés les combustibles neufs, mais aussi les combustibles usés qui, eux, sont très très radioactifs. Et un problème sur ce bâtiment pourrait conduire à une forte contamination radioactive des environs. Il y a une non-bunkerisation des ouvrages assurant le refroidissement. Donc en fait, le réacteur EPR2, pour être plus économique, rogne un peu sur la sûreté de l'EPR. Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2028, il y a eu des études, il y a eu des audits, et là on va vous donner quelques extraits. Donc c'est un nouveau modèle de réacteur, sa conception a atteint le stade de basic design, c'est-à-dire situé entre les études conceptuelles et les études détaillées, que les études doivent se poursuivre, que l'autorité de sûreté nucléaire instruit toujours le dossier, et il est dit dans l'étude que ce calendrier repose sur des hypothèses ambitieuses du jalonnement du projet. Effectivement, puisque le 20 février 2024, l'usine nouvelle titrait « EDF est en retard, les plans de conception du futur réacteur EPR2 attendus mi-2024 ». Et puis, il y a des coûts très incertains. Le même rapport disait que EDF a réalisé un chiffrage et un premier calendrier, mais ça ne représente pas un engagement ferme de l'entreprise. Les 3 paires de PR2, soit 6 réacteurs, étaient donnés pour un coût de 51,7 milliards d'euros valeur 2020 en scénario médian et hors coût de financement. Il était dit aussi que les coûts des paires 2, c'est-à-dire Gravelines, et 3, c'est-à-dire Bugey, seraient très dépendants du déroulé de la construction de la première paire, c'est-à-dire Penly. Et puis, EDF n'ayant pas remis d'offre engageante, il est dit que le chiffrage du programme comme son calendrier, ne peuvent être totalement stabilisés. Le rapport donnait aussi des indications par rapport au coût du capital. Alors avec un coût de capital très très bas à 1%, le mégawattheure pourrait être produit à 40 euros. Avec un coût de capital de 4%, ça serait 60 euros. Et avec 7%, ça serait 100 euros. La réalité, c'est plutôt 7% pour ce type de construction, puisque c'est des emprunts sur des durées très très longues et donc avec des taux de capital qui sont forcément élevés. Et puis il y a une drôle de phrase aussi dans ce rapport où il est dit que le taux de disponibilité de 88% retenu pour l'EPR2 est jugé à la fois ambitieux et d'un niveau raisonnable. Moi je ne comprends pas bien ce type de phrase, mais bon, c'est une certaine façon de s'exprimer. Dans un autre rapport, celui du futur énergétique 2050 de RTE, il est parlé du coût des têtes de série. Et il est dit que, effectivement, les niveaux de coût pour les réacteurs EPR2 sont significativement plus élevés que pour les énergies renouvelables. Mais c'est des têtes de série. Et il est donc annoncé que pour la première paire, le coût serait de l'ordre de 5 500 euros par kilowatt. Puis ça devrait diminuer pour, au niveau de la 5e et 6e paire, Bugey, arriver à 4 700 euros du kilowatt. Et ce serait ensuite le coût des EPR de série. C'est ce qui figure dans le dossier d'EDF. On voit les courbes jaunes et bleu-vert. Mais il faut se poser la question de ces têtes de série. Puisqu'avec l'EPR, le deuxième EPR à Flamanville, c'est un coût proche de 8 000 euros du kilowatt. Mais les 5e et 6e paires d'EPR, enfin les 5e et 6e EPR à Hinkley Point, c'est-à-dire l'équivalent de ceux qu'on construirait à Bugey, 5e et 6e, a démarré avec un coût d'un peu moins de 5 000 euros du kilowatt, pour être maintenant à un coût de 11 500 euros du kilowatt. Et puis, les 7e et 8e paires, prévues à Sizewell, sont annoncées avec un coût autour de 8 300 euros du kilowatt. Donc l'effet tête de série est à relativiser. Il n'est pas du tout sûr que ces réacteurs coûtent moins cher lorsqu'on en aura fait plusieurs. Et puis, ça devait arriver, effectivement, le 5 mars 2024, le journal Les Échos a titré « La facture prévisionnelle des futurs EPR grimpe de 30%.
c'est-à-dire que ce n'était plus 51,7 milliards d'euros, mais ça serait 67,4 milliards d'euros. Et puis, ce n'est qu'un début, parce que ça continue. Les Échos du 20 février 2025 titrent « Le devis des futurs réacteurs d'EDF repoussé à la fin de l'année 2025 ». En effet, EDF aurait dû donner des prix fermes en décembre 2024, ce qu'elle n'a pas fait. Et l'usine nouvelle, le 25 février 2025, va même plus loin en disant que le coût des 6 futurs EPR2 d'EDF pourrait s'élever jusqu'à 100 milliards d'euros. Alors on a des politiques, ça n'a pas l'air de les faire vibrer, on y va les yeux fermés, on va faire des EPR2, ça va coûter très cher, mais bon, la France a les moyens. Pourtant, la Cour des comptes met en garde, toujours dans le même rapport de janvier 2025, elle dit par exemple « La rentabilité prévisionnelle du programme EPR2 reste à ce stade inconnue, d'autant que les conditions de financement de ce programme ne sont toujours pas arrêtées. » Elle dit aussi que l'accumulation de risques et de contraintes pourrait conduire à un échec du programme EPR2. Et enfin, les surcoûts de construction et les incertitudes sur la rentabilité des EPR, les anciens et les EPR2, font peser un risque sur l'actionnaire, c'est-à-dire l'État. En gros, EDF risque d'avoir de très très grosses difficultés pour survivre. Alors, voyons maintenant le projet EPR2 à l'Oyette. Le site de l'Oyette a été annoncé début août 2023 et les élus, le milieu économique étaient très heureux et la presse titrait « Un chantier XXL, une chance inouïe pour le territoire ». Effectivement, ça va créer des emplois, un maximum de 7 900 emplois en 2035, en démarrant de zéro en 2027 et en retournant à zéro en 2042. C'est-à-dire des emplois qui ne sont pas pérennes. Et si on prend la référence du site de Penly, en Normandie, pour le moment, il y a un tiers d'emplois qui seraient recrutés localement et le reste, ça serait des grands déplacés et des étrangers, puisque dans le génie civil, il y a beaucoup d'étrangers. Et pour mémoire, Bouygues avait été condamné pour travail dissimulé pour l'EPR de Flamanville. Donc, est-ce que ça, c'est bon pour l'économie locale? Nous pensons que non, mais enfin, on va en rediscuter. Le site désiré par EDF, c'est un site qui est à côté du site nucléaire actuel, un site de 220 hectares de terres agricoles, de carrières et de zones naturelles, les carrières qui doivent revenir à l'agriculture, et puis il y aurait besoin aussi de 150 hectares supplémentaires, probablement sur des terres agricoles pour les logements, les infrastructures, les parkings. Afin de montrer l'impact de ces réacteurs, nous avons fait des simulations en 3 dimensions. On voit ici donc la commune de l'Oyette avec les EPR2 qui seraient en grande partie sur cette commune, et puis la commune de Saint-Vulbas avec le site nucléaire actuel. Alors là, c'est en sortant de l'Oyette, en allant vers Saint-Vulbas et vers le site nucléaire actuel, et ça donnerait ça. Les 2 EPR2 avec leur tour de refroidissement. Mais il y a une variante avec 2 tours de refroidissement par réacteur. Alors les tours de refroidissement, s'il n'y en a qu'une, elle ferait 205 mètres de haut, et s'il y en a 2 par réacteur, elle ferait 161 mètres de haut. À titre de comparaison, les tours actuelles font 127 mètres de haut. Il y en a 2 pour le réacteur Bugey 4 et 2 pour le réacteur Bugey 5. Et puis ces réacteurs vont avoir besoin de beaucoup d'eau, puisqu'il y aurait 315 millions de mètres cubes par an qui seraient prélevés dans le Rhône, 252 millions de mètres cubes par an qui seraient rejetés dans le Rhône, un peu plus chaudes et avec des polluants, et puis 63 millions de mètres cubes par an qui seraient consommés et évaporés par les tours de refroidissement. C'est pas négligeable, puisque en référence, la métropole lyonnaise a consommé 77 millions de mètres cubes en 2022 pour l'eau potable. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les usages agricoles et qu'on va vers un Rhône où il y aura de moins en moins d'eau avec le réchauffement climatique, puisqu'on annonce déjà qu'avant la fin du siècle, il y aura quasi plus de glaciers du Rhône, c'est-à-dire qu'en été, il y aura des étiages qui seront vraiment avec pas beaucoup d'eau. C'est un vrai problème
et effectivement, il va y avoir une forte concurrence sur les usages de l'eau. Là, c'est une autre vue en passant sur le département de l'Isère, au rond-point de Vernat. Donc là, on voit directement les futurs EPR2. Et puis là, on monte un peu au-dessus, sur le plateau, sur le site archéologique de l'Arina, et on a une autre vision des EPR2. Et au loin, on voit la ville de Lyon, à une trentaine de kilomètres seulement. Alors, ces réacteurs nucléaires, comme tous les réacteurs nucléaires, auront des rejets radioactifs et chimiques réguliers qui seront autorisés, mais ça reste quand même des polluants, en plus des rejets de chaleur qui perturbent la faune et la flore aquatique. Mais il peut aussi y avoir d'autres pollutions, des pollutions accidentelles, comme ça se produit assez régulièrement sur le site nucléaire actuel avec des fuites de tritium dans la nappe phréatique. Il va y avoir aussi de nombreux déchets radioactifs qui vont être produits, il va falloir les transporter. Et puis, il peut y avoir des incidents plus ou moins graves, comme il y en a assez régulièrement sur les réacteurs actuels. Et on peut aussi avoir le cas d'une cascade d'incidents qui pourrait mal tourner et provoquer un accident grave. Et il peut y avoir aussi des incidents graves avec des causes externes. C'est le cas, par exemple, de la rupture du barrage de Vouglan. Des risques d'inondation, puisque avec le réchauffement climatique, il y aura beaucoup plus d'eau en hiver et donc des crues qui risquent d'être plus importantes. Il va pouvoir y avoir aussi, parce qu'on ne maîtrise pas l'avenir, de très gros tremblements de terre. La région est légèrement sismique. Et puis on a une particularité sur le site du Bugey, c'est qu'il y a des avions, des gros avions de ligne qui survolent le site entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, des dizaines par jour qui sont en train d'atterrir à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry qui n'est qu'à 17 km, ou qui sont en train de décoller. Donc, il y a le risque de la chute d'un avion sur un réacteur. Et puis, on le voit avec ce qui se passe en Ukraine, la guerre, les sites nucléaires peuvent être un enjeu, puisqu'il y a quand même des soucis avec la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, que les Russes ont plus ou moins attaqué. Et puis, plus localement, sans guerre, ces réacteurs peuvent être un enjeu de terrorisme pour affaiblir un pays comme la France. L'Institut Biosphère de Genève a fait des simulations sur un accident grave avec un réacteur actuel du site du Bugey, donc de 900 MW. C'est avec des données météo réelles. Ici, c'est le 21 septembre 2017. Et on voit donc que ce jour-là, il y a peu de vent et la radioactivité serait répandue vers l'ouest et donc sur toute la métropole lyonnaise. La partie rouge est une partie qui deviendrait inhabitable pendant des dizaines, voire des centaines d'années, c'est-à-dire que la métropole lyonnaise disparaîtrait de la carte. Est-ce que ça vaut l'enjeu de faire un réacteur nucléaire, de prendre un tel risque? Nous pensons que non. Alors on nous dit aussi que les énergies solaires et éoliennes sont intermittentes, mais on ne parle pas de l'énergie nucléaire qui est aussi intermittente, puisqu'en fait il y a assez régulièrement des arrêts fortuits de réacteurs brutaux, une trentaine à une cinquantaine par an, donc avec une perte très importante de puissance qui pose problème sur le réseau électrique. Et du reste, le réacteur EPR2 finlandais de 1650 MW a déconnecté complètement le 17 novembre 2024, entraînant une baisse de fréquence importante sur le réseau et en fait tout le réseau nord-européen a failli disjoncter ce jour-là. Les réacteurs nucléaires, c'est des installations à risque important et donc elles doivent être protégées et tout ça entraîne effectivement de la protection. Il y a en général une caserne de gendarmerie près de chaque centrale nucléaire et donc ça traduit aussi par là une certaine forme de société, une société policière. On n'a pas le même contexte avec les énergies renouvelables, puisque sur la droite, vous voyez des ombrières photovoltaïques, vous voyez des éoliennes facilement accessibles. Ce n'est pas la même société qui se dessine derrière. Alors voyons maintenant le planning de ces EPR2 à Bugey. On est dans la phase de débat national public du 28 janvier au 15 mai 2025. Avec la loi d'accélération du nucléaire, il suffit maintenant d'obtenir l'autorisation environnementale pour démarrer tous les travaux qui ne sont pas nucléaires, c'est-à-dire les terrassements, les aménagements de routes, de voiries, les bâtiments non nucléaires.
Tout ça avec aussi des facilités, sans permis de construire, avec des droits d'urbanisme accélérés. Et donc, les travaux pourraient commencer à l'automne 2027. Et puis, lorsque le décret d'autorisation de création sera obtenu, il est espéré pour 2033-2034, le chantier proprement dit de l'îlot nucléaire pourra commencer. Et l'objectif est une mise en service vers 2040-2041, mais il est probable que ça soit plus tard, puisque déjà à Penly, il y a 6 mois de retard sur le planning prévisionnel. Alors on a vu aussi qu'il y avait des projets locaux connexes, et qu'il y a 150 hectares qui seraient prévus pour ça. Ça va être des logements temporaires ou pérennes, des campings, des hôtels et des résidences hôtelières. C'est aussi les gîtes touristiques qui vont être mobilisés avec un impact négatif sur le tourisme. Et puis il y aura des parkings déportés avec des navettes et des infrastructures nouvelles ou des aménagements d'infrastructures existantes avec des ronds-points, des élargissements. Il est prévu un pont sur le Rhône, mais ça, il est nécessaire aussi sans ces EPR. Et il est envisagé un échangeur supplémentaire sur l'autoroute entre Léman et Ambérieu. Il faut aussi des zones d'activité pour loger les entreprises qui vont intervenir sur le chantier des EPR. Et puis, il faudra améliorer les services publics dans le secteur qui sont très pauvres. Tout ça, ça a des effets connexes. L'artificialisation des sols et une diminution des terres agricoles avec fragilisation des exploitations agricoles, parce qu'une exploitation agricole qui a par exemple 70 hectares, si vous lui prenez 20 hectares, il y a certes des indemnisations, mais elle peut perdre sa rentabilité et donc ne plus être viable. Il faut bien tenir compte de ça. Il va y avoir une forte augmentation du trafic routier qui est déjà saturé dans le secteur, parce qu'il y aura les employés, il y aura les marchandises, il y aura les déblais de chantier. Il va y avoir aussi une déstabilisation du marché de l'emploi, parce que si les gens sont mieux payés sur le chantier de l'EPR que dans leur entreprise, ils peuvent avoir tendance à vouloir aller travailler sur le chantier de l'EPR. Et les entreprises, pour les retenir, pourraient être obligées d'augmenter les salaires. Donc ça va déstabiliser le marché de l'emploi. De même, les loyers et le coût de l'immobilier, ils vont augmenter, parce qu'il y aura une forte demande. On a déjà le cas, puisque quand EDF a commencé à prospecter pour les terres agricoles, le prix était de 50 centimes du mètre carré. Elle a commencé à acheter à 2 € du mètre carré, et maintenant, elle en est à 7 € du mètre carré, voire plus. Il va se passer la même chose avec les loyers, avec l'immobilier, et puis aussi tous les coûts de restauration, les commerces, etc., puisqu'il y aura une forte demande. Puis après, ça va décroître, et on pourrait avoir un chantier au goût amer. Et puis, ces réacteurs EPR, ce nouveau programme nucléaire, il implique d'autres choses qui vont coûter très cher. Actuellement, on fait enrichir de l'uranium de retraitement en Russie, et on veut construire une usine pour le faire en France. Il y aurait aussi une nouvelle usine de production de combustible MOX à La Hague, puisque ces EPR vont utiliser du combustible MOX. Il y a des piscines d'entreposage à La Hague qui arrivent à saturation, et donc il va falloir construire de nouvelles piscines d'entreposage. Et puis l'usine de retraitement et de recyclage de La Hague est très ancienne, elle devient vétuste et il va falloir faire une nouvelle usine de retraitement et de recyclage. Et puis il va falloir des capacités supplémentaires pour le stockage des déchets radioactifs, que ce soit les faiblement radioactifs, les moyennement radioactifs ou les très radioactifs, qui sont destinés à aller peut-être à 500 mètres sous terre à Bure. C'est le projet CIGEO qui est en cours d'étude, mais qui n'est pas encore réalisé. Et tout ça va coûter des milliards d'euros supplémentaires. Alors il y a peut-être d'autres solutions. Voyons maintenant la future politique énergétique de la France. Sur le graphique, vous voyez la production d'électricité éolienne et photovoltaïque en kilowattheure par habitant et par an. Et la grosse courbe noire en bas du graphique, c'est la France. Vous voyez que nous sommes très en retard par rapport à de nombreux autres pays européens. Nous sommes également en retard par rapport aux objectifs de l'Europe et nous n'avons pas tenu nos engagements pour la précédente programmation pluriannuelle de l'énergie. Effectivement, avec le nucléaire, on ne développe pas beaucoup les énergies renouvelables en France. Pourtant, ces énergies ont des coûts qui sont très très intéressants, beaucoup plus bas que les futurs réacteurs EPR qu'on veut nous construire, qui auront des coûts au-dessus de 100 € hors taxe du mégawattheure. Il n'y a que le photovoltaïque sur les maisons individuelles qui est plus élevé,
mais ce n'est pas comparable puisque là, il s'agit de substituer de l'électricité au tarif de vente finale, alors que pour les autres installations, c'est sur les marchés de gros de l'électricité et que les coûts ne sont pas du tout les mêmes. Dans le nucléaire, les coûts montent et dans les énergies renouvelables, les coûts baissent. M. Macron a décidé, seul ou avec quelques conseillers, de choisir parmi les 6 scénarios qu'avait fait RTE pour le futur énergétique 2050, il a choisi le scénario N03 avec le plus de nucléaire, c'est-à-dire 14 EPR et même des petits réacteurs modulaires, SMR. Parmi ces scénarios, il y avait le scénario M0 qui était 100% énergie renouvelable avec plus de nucléaire ancien et pas de nouveau nucléaire en 2050. Ce scénario était totalement viable. Il est apparu avec un coût plus élevé que le scénario N03, mais en fait, les coûts du scénario N03 ont été biaisés, d'une part par un choix du même taux de capital pour le nucléaire que pour les énergies renouvelables, ce qui n'est pas réaliste, puisque les durées d'emprunt sont beaucoup plus courtes pour les renouvelables que pour le nucléaire. Et, comme on l'a vu avant, des prix d'un coût des EPR2 qui étaient probablement très très sous-estimés. Donc il est probable que le scénario M0 100% énergie renouvelable soit beaucoup plus rentable que ce qui a été annoncé. C'est du reste la version avec les scénarios qui ont été faits pour Transition 2050 de l'ADEME, puisque là, le scénario S1, presque 100% énergie renouvelable, a un coût à 85 € par mégawattheure, et le scénario S4 avec du nouveau nucléaire est à 87 € du mégawattheure. Maintenant, voyons entre les énergies renouvelables et le nucléaire si c'est compatible comme on nous le dit. Nous avons ici pris la production réelle de l'année 2019 et la consommation réelle. Donc c'est les graphiques que vous voyez en haut, en janvier et en juin 2019. Et nous avons multiplié par 14 la puissance éolienne et la puissance solaire. Et ça donne les graphiques que vous voyez en bas pour janvier et juin. Le vert, c'est l'éolien, le violet, c'est le solaire photovoltaïque, et le jaune, c'est le nucléaire. Vous voyez donc que même en janvier, il faudrait arrêter certains jours les réacteurs nucléaires pour laisser la place aux énergies renouvelables, et en juin, ça serait très très souvent. Alors effectivement, on nous dit que ces réacteurs nucléaires sont pilotables. Ils ont une certaine flexibilité. Mais en fait, cette flexibilité, elle est très contrainte. Elle est limitée à 2 baisses de puissance par jour sans être totalement mis à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on peut baisser de 2/3 la puissance, mais pas plus, afin de pouvoir remonter assez rapidement. Et puis, cette forte flexibilité, elle a des conséquences, parce qu'elle fragilise les gaines de combustible, elle accroît les contraintes thermiques et mécaniques de la cuve du réacteur, et en même temps, elle réduit sa durée de vie, elle augmente les besoins de maintenance, elle nécessite des remplacements plus fréquents des grappes de contrôle, puisque c'est avec ces grappes qu'on fait varier la puissance du réacteur. Et il y a aussi des rejets d'effluents radioactifs et chimiques dans l'environnement qui sont accrus, puisqu'en fait, on fait baisser la puissance du réacteur en ajoutant du bore, puis en enlevant pour la remonter. Il y a une thèse qui a été faite par Madame Cani, à EDF, pour les interrogations entre l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Et dans cette thèse, il est dit: même si le parc possède une marge de manœuvre pour réaliser plus d'opérations de flexibilité, la présence d'éolien et de solaire à des taux supérieurs à 30% paraît difficilement soutenable techniquement par lui seul. Donc on voit bien que c'est pilotable, mais pas aussi facilement qu'on nous le dit. Et puis, en fait, il y a un autre élément, c'est le plan économique. Parce qu'avec beaucoup d'énergie renouvelable, le taux de charge des réacteurs nucléaires serait inférieur à 50%, alors que pour les EPR2, on prévoit 88%. C'est-à-dire que ces investissements très élevés ne pourraient plus être amortis. Donc en fait, on ne réduira pas la puissance des réacteurs nucléaires, on arrêtera probablement les énergies renouvelables et on limitera leur développement de façon à laisser la place pour la production d'électricité nucléaire. Et donc nouveau nucléaire, ça veut dire peu d'énergie renouvelable. Au niveau des gaz à émissions d'effet de serre,
puisqu'on nous vante ces réacteurs comme bons pour le climat. Nous avions demandé, en 2020, qu'on nous communique l'analyse de cycle de vie de l'EPR de Flamanville et on nous a confirmé que EDF n'avait pas de telles études. Alors une analyse de cycle de vie, c'est le bilan de toutes les émissions de polluants, de déchets, depuis la mine jusqu'à la phase finale, le démantèlement, la démolition, les déchets, la mise en rebut, en prenant toutes les phases de construction et d'exploitation. Ça a été confirmé lors du débat public de Gravelines que EDF n'avait pas d'analyse de cycle de vie pour les EPR2 et n'en avait toujours pas pour l'EPR de Flamanville. On peut donc se référer à la valeur de 12 grammes de CO2 par kilowattheure qui est donnée par le GIEC dans son rapport de 2014, valeur qui est une médiane entre 3,7 et 110. Valeur qui est aussi un peu en contradiction sur le même tableau avec les 18 grammes de CO2 par kilowattheure pour les émissions liées aux infrastructures et à la chaîne d'approvisionnement. Alors dans son dossier, EDF se réfère à 4 grammes de CO2, à une étude d'analyse de cycle de vie qui concerne le parc existant jusqu'en 2019 et qui n'a rien à voir avec les futurs EPR. EDF essaye de cacher la vérité. Alors la réalité, elle est tout autre, puisque pour construire ces réacteurs nucléaires, il va falloir d'importants terrassements, il va falloir beaucoup de béton, d'acier, de nombreux autres matériaux à forte émission, etc. Tout ça, ça va émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Juste un exemple, sur le site du Bugey, sur 30 hectares, on va creuser et extraire sur une profondeur de 25 à 35 mètres de l'argile pour aller rechercher un dôme de molasse et on va remblayer avec un nouveau sol compacté pour pouvoir supporter ces réacteurs. Tout ça, ça va émettre énormément de gaz à effet de serre parce que les engins de terrassement ne sont pas des engins électriques mais qui fonctionnent au gasoil. Et puis, la durée pour construire un réacteur, c'est une dizaine d'années, donc pendant 10 voire 15 ans, effectivement, on va émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, c'est pas en se référant à des moyennes qu'on peut se rendre compte de ça. Il faut sortir des moyennes et donner les émissions réelles, année par année, par exemple. C'est un peu ce que nous avons fait ici, sur la base d'un 12 grammes de CO2 par kilowattheure, en s'inspirant de différentes analyses de cycle de vie. C'est une approche juste comme ça pour visualiser. On voit très bien que pendant les 10 années, voire 15 années de construction, il va y avoir beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. On arrive à un total de 21 milliards de tonnes de CO2 qui seront amortis par la suite. Mais le problème, le problème c'est que le GIEC, il a dit que la limitation de la température de notre planète se joue sur les 10 prochaines années. Donc, avec ce nouveau programme nucléaire, on ne répond pas à cette demande et on contribue à augmenter les gaz à effet de serre et donc on peut dire que ce projet est climaticide. Un autre problème, c'est qu'on nous annonce une indépendance énergétique, mais en fait c'est une fausse indépendance énergétique puisque c'est artificiel, puisqu'on ne prend en compte pour l'électricité que la chaleur produite dans le réacteur et qu'on oublie l'uranium. Donc, on arrive pour l'indépendance énergétique à un taux de 50,6% pour la France en 2022. Mais si on inclut les importations d'uranium, ce taux chute à 15%. Effectivement, tout l'uranium est importé du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, en passant par la Russie, entre parenthèses, alors que normalement on ne commerce plus avec ce pays, du Niger, mais ça semble fini, du Canada, de la Namibie, de l'Australie, etc. Sur les sites des mines, il y a des usines qui vont concentrer le minerai. Ensuite, il arrive en France, à Malvézy, où il y a des conversions qui sont effectuées, de l'enrichissement au Tricastin, la mise en combustible pour les réacteurs nucléaires à Romans-sur-Isère. Tout ça avec d'importantes émissions de gaz à effet de serre et aussi de nombreux rejets chimiques et radioactifs. Et puis, EDF ne se contente pas à acheter du combustible français fait par Orano, mais elle achète aussi du combustible à l'américain Westinghouse. Donc, l'indépendance énergétique, c'est des paroles, mais ce n'est pas la réalité.
Alors maintenant, regardons l'importance de l'énergie nucléaire. Déjà en France, si on regarde dans la consommation finale de toute énergie, la consommation finale, c'est ce que vous mettez dans le réservoir de votre voiture, c'est les kilowattheures qui s'affichent sur le compteur électrique de votre logement. C'est donc l'énergie dont vous avez réellement besoin. Donc, on s'aperçoit qu'en 2022, on est encore à plus de 60% un pays combustible fossile avec du pétrole et du gaz. Et l'énergie nucléaire ne représente que 15% de l'énergie. Les énergies renouvelables sont même à 17,7%, un peu au-dessus. Dans le monde, c'est encore pire, puisque à plus de 80%, le monde reste combustible fossile avec le charbon, le pétrole et le gaz. Et l'énergie nucléaire, dans le monde, ce n'est que 1,9% de la consommation d'énergie finale. Donc les énergies renouvelables, avec 2,7%, sans compter la biomasse, les déchets, l'hydroélectricité, sont au-dessus. Donc ce n'est pas avec l'énergie nucléaire qu'on va combler 80% de combustibles fossiles. D'abord, ça serait, comme on l'a vu, une grosse émission de gaz à effet de serre pour construire des centaines de réacteurs nucléaires. Et puis ensuite, il n'y aurait sans doute pas assez d'uranium pour fournir tous les réacteurs. Donc, l'énergie nucléaire n'est pas la solution au réchauffement climatique. Et dans le monde, de nombreux pays l'ont compris, puisque là, on a la production d'électricité de 2014 à 2023, avec le nucléaire, la courbe violette, et les énergies renouvelables, hors énergie hydroélectrique. Donc on voit que le nucléaire, 2414 TWh en 2014 et 2601 en 2023, on ne peut pas dire que ça se développe beaucoup. À l'inverse, vous voyez la courbe en bleu qui est l'énergie éolienne. Au-dessus, vous avez la courbe en orange pour l'électricité solaire. Vous voyez qu'il y a des très très fortes progressions. En vert, il y a les autres énergies renouvelables électriques. Et vous voyez qu'à partir de 2019, il y avait déjà plus de production d'énergie renouvelable solaire, éolienne et autres hors hydroélectricité que d'énergie nucléaire. Et maintenant, on est presque au double. Donc, dans le monde, l'avenir, c'est les énergies renouvelables, c'est pas l'énergie nucléaire. Et la France fait une fausse route en voulant relancer un nouveau programme nucléaire. Cette énergie qui est dite décarbonée, qui l'est peut-être moins qu'annoncée, elle est quand même très polluante et elle produit des déchets radioactifs à gérer sur des milliers d'années. En plus, c'est une énergie complexe, dangereuse et coûteuse, et il faut bien réfléchir avant de construire ces nouveaux réacteurs, en particulier ceux du budget, très proches de la métropole lyonnaise, qui pourraient être rayés de la carte en cas d'accident grave. Il y a un choix politique à faire. Nous sommes pour l'arrêt du nucléaire. Et je vous remercie.